On les empile les uns derrière les autres. C'est l'heure du 360e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, le podcast qui parle de vélo, le podcast qui parle de cyclisme. Les passionnés qui parlent aux passionnés. Alors dans les épisodes précédents, déjà dans l'épisode 354, c'est pas l'exploit de l'année, mais on vous a rentré la victoire de Mathieu Van Der Poel sur la 3e étape du Rhône 8 Tours. Vous avez déjà 5 épisodes consacrés à la preview de la Vuelta 2025 avec Latib et avec Phoenix. Un épisode pour le classement général, un épisode pour le classement des grimpeurs, un épisode pour les électrons libres chers aux joueurs de fantasy, un épisode pour le maillot des sprinters, un épisode pour le team classification. On se retrouve donc pour le 360e épisode du Coup Tordu. On va parler un petit peu de la 4e étape du Rhône 8 Tours, mais surtout on va parler de la première étape de la Vuelta 2025 et pour ça il est présent dans le podcast, sur vos plateformes de podcast, sur Apple, sur Deezer, sur Spotify, sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, le plus passionné des passionnés, Monsieur Latib, alias Thibaut. Comment va mon Thibaut ? Écoute, il va très bien. On va commencer ce dernier grand tour de la saison sans Tadej Pogačar, donc on se réjouit d'avance du spectacle, même si on l'aura compris dans la preview générale, pas très emballé par la start list ni par le parcours. Alors il y en a un qui est pas là, c'est Tadej Pogačar, et on va commencer le podcast justement avec ça, Thibaut, actualité vélo. Coup de tonnerre, c'est tombé dans la matinée. Alors beaucoup s'attendaient à voir Derek Guy, il était annoncé depuis plusieurs mois comme devant doubler le Giro et la Vuelta en cette année 2025. Les managers de Side Limit, parce que Israël fait partie des équipes présentes sur Side Limit, les managers de Side Limit avaient mis tous du Derek Guy de côté pour cette Vuelta. 4e du dernier Giro. En plus, il paraissait, moi je l'avais vu sur les réseaux sociaux, il paraissait très très maigre, donc je pense plutôt prêt et plutôt affûté pour cette Vuelta. Surprise, pas de Derek Guy sur la start list. Et là Thibaut, qu'est-ce qu'on apprend ce matin ? Que Derek Guy, par le biais de ses avocats, a fait comprendre à Israël qu'il voulait rompre les années restantes. Il avait prolongé de 5 ans en 2023. Non, il n'est pas prêt à faire le restant de son contrat, il veut partir. Alors toi qui a un petit peu des insides de temps en temps sur ce qui se passe dans le peloton, qu'est-ce qui ressort ? La tendance, c'est quoi ? Alors visiblement c'est Ineos qui serait sur le coup. Est-ce que c'est une meilleure offre sportive ? Est-ce que c'est une embrouille en interne ? Est-ce que c'est aussi peut-être pour raison politique ? On sait que De Marquis a dit récemment qu'il était content de ne plus porter les couleurs d'Israël Premier Tech. Est-ce qu'on a un début d'explication ? Alors là, tu me poses une colle. Je pense que on peut jouer au jeu de la déduction. Mais semble-t-il, est-ce que ce serait des prétentions salariales ? Honnêtement, je pense pas. Ou une revalorisation en fonction de ses résultats passés, pourquoi pas. Mais on voit quand même que les langues se délient un peu plus facilement quand tu prends ta retraite d'Israël. On va pas se mentir, il y a un sujet géopolitique assez majeur. Et d'autant plus avec l'actualité du moment, parce qu'on le rappelle, les événements qui vont se passer prochainement à Gaza avec... Oui, de toute façon, tout le monde lit l'actualité, tout le monde voit ce qui se passe. Est-ce qu'on rentre dans les détails avec une invasion de la terre de Gaza par Israël ? Bon, voilà, on va pas rentrer dans la géopolitique, mais bon... non, mais après, pour dire qu'il y a quand même un sujet là-dessus, oui. Et qu'il y a sans doute un malaise au niveau de certains coureurs et que quand tu vas jusqu'en 2028 avec cette équipe, peut-être que certains coureurs comme Derek Guy ont au bout d'un moment une conscience morale qui leur dit stop. Alors, il y a peut-être autre chose aussi. On sait que l'équipe Israël Premier Tech est un dispositif de protection, on va dire, assez particulier. C'est ce qu'on a vu notamment sur le dernier Tour de France. C'est une équipe qui est plus, on va dire, protégée et surveillée que les autres. Est-ce que tout simplement, sans rentrer dans la conscience géopolitique du coureur, est-ce que tout simplement le fait d'être dans cette équipe qui a un climat un peu pesant, est-ce que au quotidien c'est pas aussi quelque chose peut-être un peu compliqué à vivre pour un sportif qui a 26 piges, qui a envie de s'éclater sur le vélo, qui a simplement envie de vivre de sa passion et qui a pas envie que sa carrière simplement vienne se télescoper avec quelque chose pour lequel il n'a absolument rien à voir?
honnêtement, je sais pas, parce qu'il serait dans une grosse équipe type les Emiratis. Tu vois, le dispositif policier, il est encore plus renforcé du côté de l'équipe sur le Tour de France, par exemple. Ah ouais? Donc, Moi, oui. je sais qu'en off, enfin, il y avait déjà eu des reportages. Après, c'est compliqué de définir le vrai et le faux, mais il y a quand même une attention particulière qui est portée. Alors peut-être que du côté du AE, on fait un peu gaffe à des fans qui pourraient être un peu surexcités, mais du côté d'Israël, c'est à un niveau supérieur. Il y a quand même une protection. Par exemple, quand ils se promènent, je crois que quand ils se baladent avec les bus, je crois qu'ils cachent un peu les logos, ils se mettent en retrait de certaines aires d'arrivée. Enfin, c'est pas traité comme les 21 autres équipes. Hein. Ouais, probablement que oui, il y a pardon, il y a quelques mesures sécuritaires en plus. On Voilà. le voit, et de toute façon, on a vu des mouvements de protestataires, même pendant le Tour de France. L'homme qui se fait plaquer à Toulouse et qui part par-dessus la barrière et qui se mange un petit coup de poing dans la figure de la part du responsable de la sécurité. Son t-shirt était assez éloquent au vu du discours et ça n'a pas été le seul. Donc on sait qu'il y a quand même des contestations, mais ça date pas des 2 dernières années, hein. Bien avant, hein, pendant la période Covid. Je peux même te citer l'exemple à Tours, quand ils ont pris le départ de Tours. T'avais des prospectus anti-Israël, donc c'est pas non plus une problématique qui date d'hier. Oui, mais qui s'est peut-être accentué ces derniers mois avec l'actualité. Puis il y a aussi peut-être avec l'actualité et le discours politique de Netanyahou où tu peux comprendre le discours de riposte à un moment, mais il y a un moment le discours de riposte, quand il vient à frapper et à créer une famine, à créer qu'on appelle un génocide citoyen du côté du peuple palestinien, ça passe un peu moins. Quand tu as un discours de conquête de territoire basé sur l'aspect religieux et historique, oui, il y a peut-être aussi une problématique à soulever, mais là on rentre dans des considérations autres que le vélo. Mais comme on sait que voilà, le vélo et la géopolitique sont liés, donc on aura peut-être la réponse. Mais si ça se trouve, dans le choix de Derek Guy de vouloir aller chez Ineos, ça se trouve, ça n'a absolument aucun rapport avec tout ça. Hein. C'est aussi, on essaye d'émettre des hypothèses parce qu'on est extrêmement surpris. En tout cas, ce qui est intéressant, et on va revenir sur le sportif, Thibaut, ce qui est intéressant sur le sportif, c'est que du côté des Ineos, prendre ce type de profil, parce qu'à la place, à la base, Derek Guy, c'est un rouleur, c'est un gros rouleur. Bon, Israël a déjà fait le taf, il a déjà perdu pas mal de poids, mais prendre des gros rouleurs de base et qui à la fin ont fini par gagner le Tour de France, on en a connu quelques-uns par le passé, chez Ineos. C'est la philosophie, La philosophie, ouais. C'est l'ADN de l'équipe, ouais. Ah putain, j'y arriverai pas ce soir, c'est un truc de fou. Oui, c'est dans l'ADN de l'équipe, c'est l'essence même de cette équipe, et on revient un peu aux racines de cette équipe. Donc oui, dans la philosophie. J'y arriverai pas ce soir. Ma langue fourchera trop sur ce mot. On a compris. Mais oui, enfin, on revient aux essences même de feu la Sky et c'est peut-être même pas la seule qui revient un peu à ses origines. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement peut-être qu'on va un peu loin et c'est peut-être tout simplement un choix sportif et uniquement sportif, même si sportivement ça avait l'air plutôt de bien se passer. Mais moi je mets pas le plan géopolitique forcément d'avant. Non, on sait rien. Pas, et puis je veux pas spéculer. D'autant plus que j'ai pas non plus envie de donner un discours à un coureur si son discours en plus peut être totalement opposé. Si tu lui accordes des considérations qu'il ne porte pas, bon, c'est relativement moyen. C'est relativement moyen. Et puis il y a très peu de coureurs qui s'expriment à ce sujet-là. Il y en a qu'un seul qui prend le risque. C'est Remco Evenepoel. Ah oui. Oui. Là, oui, c'est clair. Remco, c'est clair, net et tranché. Hein. Ça, il y a pas de discussion là-dessus. Thibaut, on attaque sur la première étape du Tour d'Espagne.
Attaquons sur ce magnifique sprint assez surprenant, mon cher Vincent, du côté de la Vuelta España. Alors oui, on prend un départ depuis l'étranger, mais la Vuelta nous a habitués à ce que ce soit tantôt des petits chronos, tantôt des chronos par équipe. D'ailleurs, est-ce que tu as bien lu la preview de Vélo Futé? Je vais te poser cette question. À quand date le dernier sprint sur la Vuelta en étape d'ouverture? Alors là, premier sprint sur la. Est-ce que ça remonterait pas à l'époque d'Alessandro Petacchi? Ça date de 2007. Ah bah j'y suis presque alors. J'y suis presque. C'était quoi à l'époque? Non, Cavendish devait être un tout petit peu jeune. Allez, sans Pro Cycling Stat, 2007. Non, franchement là je l'ai pas. Tu cherches le vainqueur de cette étape? Ouais. C'était du côté de Vigo. Du côté de Vigo, un coureur de la Lampre. Petacchi, t'étais pas loin. Petacchi, il finit 3e. D'accord. Bah, Cipollini avait arrêté sa carrière à ce moment-là. Ça commence par B et ça finit par T. Daniele Benatti. Ah, je t'avoue que c'est des années que j'ai un trou en fait. J'ai un trou à partir de 2008, 2009, 2010. Là, je reviens un peu au taquet. J'étais encore un peu sur la fin des années. Armstrong, Floyd Landis, c'est pas des années où j'étais taquet quoi. Et d'accord, donc ça fait quasiment bientôt 20 ans qu'on n'a pas eu un sprint inaugural sur le Tour d'Italie. Alors donc sprint à 99%. Moi j'ai en souvenir, Thibaut, en 2017, ça devait être un sprint sur la première étape et il y a un mec qui arrive à faire le coup du kilomètre. Moi, j'ai ce souvenir-là. Ça devait être 2017. Ouais, ça devait être. Ah non, c'était le Giro. Je te dis une connerie, c'était le Giro. Ouais, parce que je visualise totalement, c'est Postelberger, mais pour moi c'est le Giro. Ouais, non, c'est Postelberger, c'est le Giro. Ouais. J'étais en train de bugger. Je me dis, attends, il me parle de la Vuelta ou du Giro? Non. Postelberger, ouais, il est magnifique. En plus, ce final, il part à la flamme rouge et il résiste jusqu'au bout. Ouais, des moves qu'on voit très rarement désormais. Moi, le dernier que j'ai en tête, peut-être Quinn Simon sur le regretté Tour de San Juan en 2023. Ouais, le coup du kilomètre, j'ai pas 40 milliards. D'exemples. C'est comme l'autre jour, le coup de l'échappée matinale qui va s'imposer sur une course World Tour. Ça avait la réponse. C'était Mathieu Eman sur Paris-Roubaix. Donc ça date. Ouais, non, ça c'est vrai, c'est des moves qu'on voit assez rarement. Alors Thibaut, il est comment on va aller directement au dernier kilomètre. Il est comment ce sprint du côté de Novara? En fait, l'approche est pas super non plus technique. Il y a quand même pas mal de petits bouts droits. Il y a quelques ronds-points qui vont quand même tendre la situation, mais il n'y a pas trop de mobilier urbain qui va gêner et créer de la dangerosité. Par contre, en fait, le dernier kilomètre, si tu observes les 1.4 à partir de l'avant-dernier rond-point, on est déjà arrivé du côté de Novara. C'était sur le Giro il y a quelques années. Tim Merlier s'était imposé et sur cet avant-dernier rond-point, avant on venait un peu. Là, on vient du nord, on va dire, et avant on venait de l'ouest. Donc on venait de la droite du rond-point en descendant. Et du coup tu descends, t'as une sorte de petite cuvette quand tu passes sous un pont. Donc tu vas avoir énormément de prise de vitesse entre 1.4 et 1.1. Donc sur à peu près 300 mètres. Tu vas récupérer le dernier. Non, ça va, c'est pas non plus super dangereux. Tu vas surtout prendre beaucoup de vitesse, tu vas étendre le peloton, tu vas récupérer un petit faux plat montant, mais avec la vitesse et l'injection, tu vas vite arriver au rond-point, qui va aussi retendre un peu la situation. Rond-point qui est ouvert que par le côté droit. Du coup, ça veut dire forcément un léger rétrécissement ou au moins un peu plus de technique. Et puis après, tu vas récupérer cette dernière ligne droite qui est un peu plus en courbe. Donc là, l'important est de prendre plutôt la corde. Et si tu regardes justement le comparatif, et j'ai posé la vidéo du replay du dernier kilomètre du Giro 2021, tu vois que faut quand même un peu plus prendre la corde. L'arrivée sera située quelques hectomètres un peu après,
parce avant ce dernier rond-point, là, cette année, il y aura 800 mètres restants à peu près, je crois. Sur le Giro, il restait, me semble-t-il, 600 mètres. Donc on a quand même 200 à 300 mètres en plus, à peu près. D'accord, de ligne droite, pleine balle, pas de pourcentage, on est vraiment... c'est pas de la ligne droite, hein, c'est de la courbe, quoi. Ouais, c'est de la courbe, mais c'est large, hein. Il y a de la place. D'accord. Mais l'importance va être de prendre la corde à droite, quoi. Donc d'où l'importance des trains. Niveau du vent sur ce sprint, dans cette courbe? On s'en fout en fait du vent. Le vent, il est de face, mais c'est 4 km/h. C'est risible, donc le vent n'aura littéralement aucune influence sur ce sprint. Alors on en avait parlé dans l'épisode, pas l'épisode précédent, pas celui d'avant, mais encore celui d'avant, sur l'importance des trains, parce que là clairement, en plus sur une arrivée en courbe, vraiment si t'as un train, t'es quand même plus ou moins neutré. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, au niveau des trains, Thibaut, on en parlait, donc Alpecin, c'est quasiment la seule équipe qui vient avec un train. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a plutôt une équipe pour des trains, on va dire, techniques. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'il va falloir un train de bourrin, entre guillemets, va falloir un peu avoir des gros rouleurs, plus que des mecs pour bien placer les gars, quoi. C'est exactement l'objet de ma réflexion. Si tu as lu mon briefing d'équipe que je fais sur l'équipe Cofidis, au moins on est raccord. Je le précise en fait, c'est que au vu de la description que je te fais de ce final avec cette cuvette, ce rond-point qui va attendre, pour moi faut aller. C'est contre-intuitif et c'est ce que je dis, mais moi je me placerai plus. Et je vais même te citer la phrase: contre toute attente, au regard des compositions et de leur capacité de placement, je vous conseillerais de rester au plus près. Et là, je prends pas une équipe de sprinters, je prends les Ineos. C'est ce que j'allais dire. Putain, ce que j'allais dire. J'allais dire ça. C'est une putain d'équipe de gazier. C'est une équipe qui est toujours placée en tête de peloton, qui va être là aussi pour placer en tête de peloton Egan Bernal. Et puis après, quand tu regardes la composition du train, on a un sprinter aligné de dernière minute qui vient remplacer Hamilton, c'est Ben Turner, et il va quand même être accompagné de Filippo Ganna, Brandon Riviera, Magnus Sheffield, et on peut même rajouter Michal Katowski. Donc on va avoir des postes 2, 3 et 4 en termes d'ouvreurs, où tu vas avoir littéralement la puissance nécessaire pour te déposer Pippo Ganna et Ben Turner à la sortie du rond-point en tête de peloton. Et honnêtement, si on place Pippo Ganna en termes de poisson pilote à la sortie de ce rond-point, le peloton il va être tellement étiré. Ben Turner il est placé comme un maître en fait. Et honnêtement, il ne tient qu'à lui après d'aller chercher un résultat. Est-ce que tu es sûr qu'on va pas faire sprinter Pippo Ganna à domicile? Il a déjà gagné des sprints massifs, Pippo Ganna. Ouais, mais au vu de la forme de Ben Turner, est-ce que c'est l'objectif aussi de Pippo Ganna? Pippo Ganna, oui, il voulait se transformer un peu en sprinter à un moment. Il a un peu arrêté cette saison. Je sais pas. Honnêtement, la carte est un peu floue de ce côté-là, mais il y a peu de doute sur le fait que Pippo Ganna peut être à la fois un très bon sprinter et un très bon poisson pilote. Ben Turner, il y a peu de doute sur le fait qu'il peut y être un très bon sprinter, mais est-ce qu'il peut être un très bon poisson pilote? Est-ce qu'on a sorti Ben Turner du Renault 8 Tours? Il arrête sur l'étape d'hier pour le transférer sur la Vuelta. Bah oui. D'accord. Ok, parce qu'il avait commencé... Il vient remplacer Hamilton. Ouais, mais tu sais quoi, Hamilton qui est forcé, il est forfait pour maladie. L'histoire, tu sais quoi, mais en plus, c'est des trucs dans le sport, mais qu'on voit des milliards de fois, quoi. C'est-à-dire, le gars qui était pas prévu, tu vois, genre le mec qui est voilà, et qui gagne et qui prend le maillot. Ça, c'est des trucs, mais dans tous les sports, hein. Le gars qui devait pas être là et qui finalement, je sais pas, il y a un effet psychologique. Eh ben écoute, tu sais quoi, moi je vais partir là-dessus. Victoire de Ben Turner à 33 avec une petite couverture, même une couverture, quand même plus partir sur un top 3. Donc je pense qu'il va y avoir du top 3. La cote sur le Bookref elle est à 23. Je rappelle, et c'est important que jouer avec excès comporte des risques. Je vous ai mis d'ailleurs dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Même
même si j'espère que vous n'en aurez jamais besoin, parce que dans le coup tordu, vous faites, quand vous jouez, vous le faites intelligemment, et ceux qui ne jouent pas, et je sais que vous êtes à peu près environ la moitié à écouter le coup tordu, vous venez pour entendre parler de vélo, de cyclisme, et je ne vous incite pas à faire des paris sportifs, mais c'est vrai que Ben Turner, la cote à 23, la victoire à 23, plus le top 3, je pense qu'on va l'avoir autour de 5 ou 6, ça mérite une belle cote. Putain, je sais pas si t'as vu ça, Thibaut, sur TikTok. Les mecs qui envoient des bêtes maintenant, ils font des chorégraphies en envoyant des bêtes, quoi. Je te jure, c'est horrible, quoi. Les mecs, ils sont là, ils dansent sur les cotes, quoi. C'est n'importe quoi. J'espère que dans le vélo, mon Thibaut, je ne verrai jamais un mec qui se dirait tiens, j'ai envie de buzzer sur des trucs, prendre des followers, machin, envoyer une cote en dansant, quoi. C'est ridicule, quoi. On a atteint un niveau de... Alors les algorithmes aiment bien, les mecs font des vues, hein, ça y a pas de problème, mais bon, heureusement on arrive aussi parfois sur TikTok à faire des vues en ayant un petit peu de fond et un petit peu d'analyse. Ça c'est aussi ce qui fait plaisir. Donc moi ça sera tout, hein, pour pour cette première étape. Ben Turner à 23, couverture en top 3 et un petit 0,01% de bankroll sur la victoire, et puis je pense que sur le top 3 on sera sur un petit 0,05. Y a autre chose qui te plaît sur cette étape, toi, Thibaut? Non, mais tu viens de m'inspirer. Je viens de créer un concept. Tu vas aller danser. Aller danser sur les côtes. Non, je vais faire pire que ça. Ah. Je vais inventer le TikTok Candice. Mais ce sera un OnlyFans. Ce sera un OnlyFans, en fait. Si tu veux mes bêtes, faut payer le OnlyFans. Je vais faire une IA. Et en fait, je ne parierai que des cotes à 100. Et du coup, j'écrirai le nom du coureur sur mon sein. Du coup, ce sera, et on l'appellera le OnlyFans, le cote à 100. Voilà, le cote à 100. Pour ceux qui sont pas au courant, hein, voilà, Candice, c'était une suiveuse, vous l'avez peut-être vu sur X, sur Twitter, on en a parlé dans les derniers épisodes. Ça faisait quoi, 2 ans et demi à peu près qu'elle discutait avec la communauté cycliste, qu'elle avait des avis sur Wout van Aert, sur Kanouk Brooks, voilà, ça discutait, hein, comme disait l'autre fois, il y en a qui faisaient les jolis cœurs avec elle. Et puis bon, finalement, elle avait pompé l'identité, en tout cas les photos d'une escorte espagnole, et elle tweetait, ou il tweetait sous cette fausse identité. On n'a toujours pas compris l'intérêt du truc, hein, parce qu'il y en a qui sont venus me voir en privé, ils m'ont dit mais demandez la thune, elle a brouté des mecs. Non, c'était juste pour monter des followers, et apparemment il n'y a pas eu de truc, à part quelques mecs qui sont venus la draguer, on en connaît 2 ou 3, un particulièrement, mais sinon non, on n'a toujours pas un début d'explication. Ça restera peut-être un des grands mystères de la communauté du cyclisme devant l'éternel. Thibaut, sur les cotes à 5, il y a quelque chose qui te plaît encore sur cette étape? Ouais, je réfléchissais à des coureurs, tu vois, mais c'est des éventuels top 10. Non, je sais pas. Après, c'est vraiment le pétrin de bourrin, train placé. Faudra vraiment être excellent. Après, honnêtement, si le train de Philipsen est bien verrouillé, bien en tête, et que Philipsen est dans leur roue, honnêtement, il paraît quand même assez imbattable face à ce fil, donc faudra se méfier. Mais sur un premier sprint, tu sais, il y a toujours des surprises, donc je sais pas si c'est la bonne option de partir sur un Philipsen à 2 et pas plus partir sur d'éventuelles surprises. On l'a vu, hein, on a souvent justement des vainqueurs assez surprises sur ces premiers sprints, et puis c'est assez houleux, donc c'est assez dangereux. Ça peut faire que le favori se retrouve assez rapidement éliminé en étant gêné ou en étant pris dans une chute, malheureusement. Donc faut quand même faire attention sur ces débuts de grand tour. Et non, on a quand même la même idée en partant du côté des Ineos, hein. Ouais, non, mais tu vois, sur au fur et à mesure, ce qui est intéressant, j'avais pas travaillé l'étape, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où t'as expliqué un petit peu l'étape et le final, je regardais en même temps la start list et je me disais, mais en fait, voilà, ça c'est vraiment pour un train de bourrin. J'avais pas vu ta preview sur Vélo Futé, je vais aller la voir après l'épisode, et donc voilà, ouais. Forcément, on arrive à la même, on arrive un petit peu à la même conclusion. Alors, ça veut pas dire que ça va rentrer, mais souvent, quand on arrive à la même conclusion, souvent, on n'est pas très très loin de la réalité. Thibaut, on va faire un petit tour en Belgique pour terminer l'épisode.
J'avais quand même une réflexion avant sur un autre train qui me paraît qui me paraît quand même assez homogène. Non, c'est pas un train leader. Mais quand je te dis assez homogène, c'est que il y a quand même pas mal de profils qui ont relativement le même niveau et qui surtout sont là pour épauler leurs sprinters. Et moi, ma réflexion elle va être vraiment autour, par exemple, du poisson pilote qui va emmener Arne Marit. Parce qu'on voit, on a quand même pas mal de coureurs, à savoir Hubbard, Dries de Potter, John Smith et même Lucas Van Boven. Il faudrait savoir lequel va faire office de poisson pilote. Je pense que Hubbard a quand même un peu plus cette carte. Il a une belle forme et je me demande si c'est pas un mec qu'on pourrait éventuellement aller chercher en top 10. On va noter alors. Non mais pas honnêtement, même dans une bonne configuration, si les boucs sont relativement assez cléments et laissent les côtes ouvertes mais les top 10 vont sauter. C'est ça qui est dommage, je pense. Mais tu vois, dans les 2 derniers kilomètres, un train très bien placé. Le coup du poisson pilote dans le top 10 au vu de la corde, ça va chercher. Hein. Si on va chercher du côté du Giro, du coup on va aller prendre Tim Merlier, qui avait gagné en 2021 et c'était l'étape numéro 2. C'est ça, hein, étape numéro 2. Les Cofidis avaient très bien emmené et c'était Consoni qui s'était relâché. Ouais, bon, il va quand même faire une 21e place. Il avait magistralement déposé quand même Elia Viviani. Ça a été un peu chié sur le final, mais il y a quand même moyen d'aller chercher un résultat pour un poisson pilote dans le top 10. Hein. S'il dépose le plus lent possible et qu'il se relâche pas trop, il y a moyen de doubler la mise. Il y a moyen. Ouais, bah là, je vais te laisser totalement la main, hein, puis je vais t'écouter religieusement. Ouais, bah la 4e étape du Renault Tour, donc Arnaud Delis hein, qui revient en forme vu qu'il a pris le maillot de leader, victoire de Mathieu Van Der Poel. Alors au niveau du parcours, au niveau dénivelé, on est un tout petit peu, c'est un petit peu la même chose que l'étape d'aujourd'hui. Hein, c'était l'étape Rennes aujourd'hui, hein, l'étape de Garas-Bergen. On a 100 mètres de moins de dénivelé, sauf que pour moi il y a quand même une énorme différence. On va aller du côté de Bilzen-Holset. Donc là on est plutôt, on va dire, dans la province de on est dans le Limbourg en fait, et les ascensions sont beaucoup plus courtes. Là sur l'étape d'aujourd'hui, on était plutôt, enfin l'étape de ce vendredi, on était plutôt sur des ascensions entre 600 mètres et 1 km, voilà, sur des ascensions de 2-3 minutes. Là on revient vraiment sur des alors succession de petits talus, mais on est sur des côtes, sur des ascensions de à peu près 500 mètres, et pour moi il y a rien de rédhibitoire. Enfin, ça va remettre d'autres coureurs dans le jeu. Là aujourd'hui on avait clairement une domination de Mathieu Van Der Poel, Arnaud Delis et Tim Wellens. Donc pour moi ça devrait jouer un petit peu plus groupé, même si encore une fois ça va monter et ça va descendre tout au long de la journée. Donc du côté d'Arnaud Delis, on va être du côté de la météo, il y a quasiment pas de vent, il y a pas de pluie, il y a quasiment pas de vent, donc ça véritablement ça devrait pas influer sur le scénario de la course. Donc Arnaud Delis, lui, son idée, c'est évidemment d'essayer de conserver ce maillot de leader. Il y a de quoi faire. Mathieu Van Der Poel, il a une seconde derrière. Je suis pas convaincu à en croire ses déclarations, que ça soit véritablement un objectif en soi d'aller chercher ce Renault Tour. Il avait vraiment coché la 3e étape. Il est en préparation pour pour le VTT, pour les championnats du monde de VTT. On a Tibor Del Grosso qui va bien aussi derrière. Donc alors évidemment, hein, si on lui donne sur un plateau Mathieu Van Der Poel, je pense qu'il va pas non plus renoncer à gagner ce Renault Tour, bien évidemment, mais je pense pas non plus qu'il va mettre en place des tactiques, des plans à la Visma pour aller le chercher. Je pense qu'il a déjà rempli son objectif. Donc, moi, je pense que les lotos vont chercher plutôt à contrôler la course et pour un petit sprint, je dirais petit sprint en petit comité, 20-30 coureurs. C'est à peu près ce que je vois. Et même si son équipe est décimée, s'il est assez malin, 2% de moyenne sur le dernier kilomètre, s'il est assez malin et s'il arrive entre guillemets à se glisser entre les gouttes et à accompagner un petit peu les batailles entre leaders, moi je pense que ça me paraît pas mal pour Paul Magnier cette histoire. Ouais, je suis d'accord, il paraissait quand même assez fort aujourd'hui. Ouais, pour moi c'est un match Magnier-Coy, parce que Coy aussi surprenant aujourd'hui. Très surprenant.
Ouais, alors qu'il était quand même largué à un moment, hein. Donc il va chercher quand même un beau truc, hein. Ouais. Il fait une fin d'étape, ouais, stratosphérique. Donc voilà. Alors après, le problème de Polo, c'est qu'il y a plus grand monde dans l'équipe. Il y a déjà eu 2 abandons. Dries Van Gistel, il est un peu invisible, hein, cette saison, hein. Pourtant, l'année dernière, à la Total Energy, je le trouvais ultra méga fort. Je trouvais ça hyper bien que la Soudal le recrute. Il est pas très vieux, il a 30 piges. Mais c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Mais voilà, du grand Dries Van Gistel, par exemple, aujourd'hui, pour Paul Magnier, ça serait bien. Je pense que Tim Merlier, il adore, hein, il adore Paul Magnier. Je pense que s'il y a du taf à faire pour Paul Magnier, il le fera. Et puis bon, le facteur X, hein, c'est Yves Lampart, hein, c'est Lampi, évidemment, qui lui aussi a pas fait une étape de dingue. Donc ouais, la seule interrogation que j'ai, c'est qu'il risque vraiment de se retrouver isolé. Donc va falloir qu'il soit ultra méga malin. Moi je le prends, hein, il y a une cote à 7, donc 0,05% de bankroll. Je le prends uniquement en vainqueur parce que pour moi c'est soit ça va se décanter, ça va partir dans tous les sens et il sera pas dans le final parce qu'il aura pas l'équipe pour, soit il est là, il est dans le final et il a une vraie chance de l'emporter, sachant que le parcours devrait quand même un peu plus user Olaf Koy que Paul Magnier. Mais il va falloir vraiment qu'il la fasse comme un vieux briscard. Et je pense qu'il a la possibilité. Toi, il y a d'autres noms que... Ouais. Non, mais honnêtement, je découvre un peu je regardais un peu l'étape et j'avais pas du tout regardé les cotes. Et oui, je suis raccord avec le trader du coup. Ah bah c'est Koy qui est favori. Après, ça semblait évident vu le parcours quand même. Ouais, on va pas se mentir. Ah oui, non, on est sur, c'est dingue parce qu'on est quasiment sur le même dénivelé que l'étape de ce vendredi. Mais par contre, les ascensions, elles ont, c'est moitié moins à chaque fois, quoi. Donc forcément, ça remet. C'est mieux réparti, quoi. Bah ouais, ça remet complètement dans le jeu. Un autre type de coureur. On va faire des big up à des coureurs qu'on a reçus dans le podcast et qui brillent actuellement. Miguel Heidemann, toujours maillot du meilleur grimpeur sur le Tour d'Allemagne. Super content pour lui. Quentin Béza qui a été chercher le maillot des sprints sur le Tour du Limousin. Et puis Missud, hein, Andrea Missud qui va chercher une 8e place, qui a failli faire la blague, c'était hier ou avant-hier. De toute façon c'est simple, Missud il a été à l'avant sur toutes les étapes. Voilà, il a joué quelque chose sur toutes les étapes, donc voilà. Donc j'ai parlé dans un dernier podcast, j'espère un beau contrat pour quelqu'un qu'on n'a pas reçu dans le podcast, mais Yael Johaland. Mais ouais, Andrea évidemment. Écoute, il nous avait parlé dans le podcast que comme désormais il court pour Malte et que la Polti Malta met au moins un coureur, voire 2 coureurs maltais dans son équipe. Il nous avait dit dans le podcast qu'il avait un contact. Pour moi, il a largement le niveau pour y aller. En tout cas, il le montre. Voilà, il revient d'une blessure assez chiante et il revient vite en forme. Donc franchement, il fait vraiment plaisir. Première étape, il fait 33e, mais il jouait le final. Il était dans l'échappée à un moment donné qui a failli aller au bout. Il fait 12e derrière. Hier, il était dans le final. Il fait 23e. Aujourd'hui, il fait 8e, 15e au classement général. Non, franchement. Un petit truc à rajouter. Il a un supplément d'âme. Il a un supplément d'âme en ce moment, hein. Si tu as suivi ses réseaux sociaux, il y a quelques jours, son grand-père maltais, justement, à qui il doit toute son histoire, les a quittés. Donc, ce serait un bel hommage d'en gagner une prochainement. Ouais, totalement. Et puis pourquoi pas exactement. Ouais, totalement. Écoute, voilà. Donc grosse force à. J'avais pas vu. Pourtant, je suis beaucoup les réseaux sociaux d'Andrea, mais j'étais passé au travers de ça. Donc voilà. On verra un petit message. Voilà. Il avait reposté un très beau texte d'un de ses cousins, justement pour dire à quel point leur grand-père avait forgé les hommes qu'ils étaient. Donc c'est quand même une personne qui a fait qui il est aujourd'hui et surtout quelqu'un qui l'affectionnait particulièrement. Donc on le sentait. Après, qui n'aime pas son grand-père, j'ai envie de te dire, ça peut arriver, mais ça reste quand même les personnes qui t'ont vu grandir, qui t'ont forgé. Donc, on lui souhaite quand même beaucoup de force dans cette épreuve qui est inévitable malheureusement, mais qui fait partie de la vie.
Mais on le rechopera, je pense, en fin d'année, Andrea. Il reviendra faire un petit tour dans le podcast parce qu'il a fait une saison de dingue et je pense qu'il y a de toute façon, la dernière fois qu'on l'avait eu pendant sa blessure, on s'était dit qu'il reviendrait faire un tour en fin de saison dans le podcast et je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous raconter et j'espère, qu'il pourra nous raconter un beau transfert et un beau contrat pour l'année 2026. Thibaut, donc on rappelle qu'il y a tes previews sur le site Vélo Futé, qu'on te retrouve sur ton compte X, ton compte Twitter Thibaut Chambre. Enzo également qui fait ses previews sur son site The Big Gear et que vous retrouvez sur son compte X, son compte Twitter Analyste Phoenix. Et puis le coup tordu, les réseaux sociaux, le TikTok. On fait pas de chorégraphie sur TikTok, mais il y a aussi des analyses sur TikTok, Facebook, Instagram, le X, le Twitter. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des petites notes, des petits 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est sympa, ça fait toujours grimper dans les classements, ça fait plaisir. Et puis on se retrouvera très probablement demain soir pour l'analyse et la preview de la deuxième étape. Merci Thibaut. Merci à toi et ciao. Ciao les amis.